Bonjour à vous, amis auditeurs de Radio Courtoisie. Comme tous les samedis matins, nous sommes ensemble en direct pour un libre journal de la controverse. Alors je salue bien entendu mon prédécesseur Nicolas Stocker, patron du libre journal de géopolitique profonde, assisté de Lara Stam. Nous avions bien entendu Raphaël Beslu en visio. Je salue bien... Ah, il n'était pas là ce soir, ce matin. Ah, bah, bravo. J'ai eu de fausses informations. Qu'est-ce qui se passe? Je salue Arnaud à la technique qui remplace Virginie, Mimi, Glam. Bon, bah, on s'en contentera, hein, c'est pas grave. Bon. Mais bon, il réalise comme Spielberg, comme l'assistant de Spielberg. Spielberg étant notre Virginie. Je salue aussi Patrice qui est au standard, l'homme à la plus belle écriture. Envoyez-lui des commentaires, en veux-tu, en voilà, on en a besoin. Il est important que les gens discutent, que les gens donnent leurs avis. Surtout pour le sujet de ce matin. Alors j'ai vraiment l'honneur de recevoir Pierre-Antoine Plaquevent et Youssef Indy pour leur livre en collaboration Israël et la guerre mondiale des religions, préfacé par Édouard Husson chez Culture et Racines. Bonjour cher Youssef. Bonjour. Bonjour cher Pierre-Antoine. Je suis très content de vous avoir tous les deux en même temps. Je crois que c'est la première fois d'ailleurs. C'est vrai. En même temps. Oui. Non, sur un plateau avec Xavier Moreau. Oui, exact. Oui. L'année dernière. Ah oui. Avril 2024. Ah oui, j'ai une mémoire là qui flanche. Hein. Dites-moi, pourquoi ce livre-là en collaboration? Ça nous a pris comme ça. Non, parce qu'en fait, on travaille ensemble, Pierre-Antoine Plaquevent et moi, depuis un certain nombre d'années. On a fondé ensemble le Stratégica en 2020. Et on avait publié déjà un dossier à l'époque sur le site de Stratégica, un e-book qui s'appelle Notre-Dame à Al-Aqsa et le Troisième Temple. C'était à l'époque de l'incendie de Notre-Dame, qui a eu lieu en même temps que l'incendie d'Al-Aqsa. Et on avait commencé donc à travailler sur cette question du Troisième Temple, du sionisme messianique. Et ensuite, en discutant avec notre éditeur de Culture et Racines, il nous a proposé d'aborder ce sujet-là, mais plus en profondeur et en faire un véritable livre papier. Et en plus, on était en plein génocide à Gaza, donc un déchaînement du sionisme messianique, de l'épuration ethnique, donc du génocide. Et on a trouvé que c'était une bonne idée de publier ce livre maintenant. Voilà. L'idée, c'est que comme nous avons fondé un think tank qui parle de géopolitique, et à travers nos différents ouvrages, nous traitons des questions géopolitiques et nous incluons dans notre analyse la question des représentations idéologiques et donc la question des motivations même religieuses des acteurs géopolitiques. Donc il nous a semblé essentiel d'éclairer les positions et les actions de l'actuel gouvernement israélien par les référents idéologiques qui sont les siens, ce qui n'est pas forcément connu du public. Il y a besoin de ces think tanks parce que nous sommes envahis dorénavant par ceux venant des Amériques, des atlantistes, etc. On a l'impression même d'une colonisation, je dirais, des atlantistes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ce qu'on appelle les néoconservateurs, ça a été le tournant du début des années 2000, lors des attentats du 11 septembre. Et déjà, en 2000, lors de l'élection volée de George W. Bush, c'est à ce moment-là qu'il y a eu en fait un coup d'État aux États-Unis, la prise de contrôle de l'appareil d'État américain par les néoconservateurs. Et en France, cette implantation néoconservatrice s'est faite à l'époque Sarkozy, quand il était ministre de l'Intérieur, et puis surtout quand il est devenu président de la République en 2007. Et la France, et tout particulièrement le Quai d'Orsay, a été colonisé par les néoconservateurs, et il y a depuis une confrontation au sein même du Quai d'Orsay
entre les tenants de la ligne gaullienne, représentés aujourd'hui par Dominique de Villepin, qui est un diplomate de formation et de carrière, et la petite secte néoconservatrice, pour reprendre les termes d'un article du journal Marianne, le magazine Marianne, qui parle d'une petite secte néoconservatrice qui a colonisé le Quai d'Orsay. Et pas seulement le Quai d'Orsay, les grands médias, CNews, Bolloré, Iskandar Safa qui est mort maintenant et qui était le patron de Valeurs Actuelles, Feu Serge Dassault, mais la famille Dassault contrôle toujours le Figaro. Donc oui, c'est une véritable colonisation, mais par le haut. On se rappelle du Sherpa de Nicolas Sarkozy, cher Pierre-Antoine, monsieur David Lévite. Oui, alors ce qu'on va voir, vous parliez de l'atlantisme, on va voir ce que va faire, l'administration Trump semble en train de démanteler toute une partie de la projection atlantiste de type globaliste, avec l'USAID, avec ce type de fondation, la NED, toutes ces organisations-là que j'ai étudiées dans mon premier livre, Soros et la société ouverte. Alors maintenant, est-ce que ça va être un changement de stratégie, ou voyant que finalement le globalisme n'est plus efficace pour faire de l'influence sur les populations qui maintenant se tournent vers le populisme et le conservatisme. Donc, est-ce que ça va être une nouvelle stratégie en soutenant justement des populistes ou des conservateurs? Mais on va voir ce qui va se dérouler à l'avenir dans le sens de l'influence américaine sur l'Europe. Moi, j'ai comme l'impression qu'en France, on sera quand même les derniers servis, si je puis dire. Si vous voulez, c'est sous la pression de ce qu'on appelle l'illibéralisme, enfin les régimes illibéraux eurasiatiques, essentiellement russes, chinois, iraniens, et donc dans cette confrontation qui dure et qui s'est cristallisée en Ukraine, mais aussi au Moyen-Orient, dans la confrontation entre Israël et le Hamas. Si vous voulez, maintenant, les États-Unis ont finalement pris acte de leur défaite en Ukraine. Et maintenant, l'illibéralisme revient aussi aux États-Unis. Donc, le globalisme va naturellement se replier sur l'Europe. Et c'est ce que l'on voit avec les appels de gens comme Glucksmann et autres qui appellent à faire les États même extérieurs à l'Europe, comme le Canada, de s'allier avec l'Europe. Ça va être un petit peu, c'est le scénario inverse à la fin de la Seconde Guerre mondiale, où vous aviez une Europe ultranationaliste encerclée par l'Union soviétique et l'Amérique. Là, c'est un Yalta conservateur, et finalement l'Europe qui se replie sur son idéologie globaliste, qu'elle va être la dernière à défendre dans le monde. Mais est-ce que Trump, cher Youssef Indy, est-ce que Trump est réellement ce que les gens qui nous écoutent ou nous regardent pensent? C'est vrai qu'il donne une forme d'espoir, mais j'ai l'impression quand même que ça reste avant tout... il a quand même une logique américaine. En fait, c'est un espoir pour les Américains surtout. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens en France et ailleurs qui attendent un sauveur extérieur. En tout cas, pour les Américains, je pense que c'est une bonne nouvelle. Pour les Européens, je dirais pas que c'est une bonne nouvelle en soi, mais je dirais que c'est une opportunité historique. Parce que l'Europe se retrouve dans une configuration où, avec des dirigeants globalistes, comme l'a dit Pierre-Antoine, qui sont les ennemis de la Russie de Poutine et les ennemis de Donald Trump. Donc, les peuples européens ont là une séquence historique qui s'ouvre, donc une fenêtre d'opportunité qui s'ouvre, avec deux alliés objectifs aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il faut se jeter dans les bras de l'un ou de l'autre, mais je dis simplement qu'il y a un renversement du rapport de force parce que les dirigeants européens actuels qui font la guerre à leur propre peuple ont perdu un allié extrêmement important aux États-Unis. Et Donald Trump, l'administration Trump, veut se débarrasser des dirigeants européens
actuels, pas tous, parce qu'il y a Mélanie avec qui ils ont de bons rapports, mais tous ceux qui sont dans les réseaux démocrates, LGBTistes et globalistes, ils veulent s'en débarrasser pour avoir à la tête des États européens des dirigeants qui sont alignés sur l'administration Trump. Le but de Musk et de Trump, c'est pas de libérer l'Europe, c'est de maintenir l'Europe sous domination en se débarrassant de leurs ennemis à la tête des États européens. Mais là, ça ouvre quand même des perspectives intéressantes pour les peuples européens. Oui, mais lorsqu'il fait des déclarations qu'il fait sur Gaza, par exemple, est-ce que c'est pas inquiétant ? En fait, il faut voir ce qu'il fait sur le terrain. Ce qu'il a fait en arrivant lors de son investiture, c'est qu'il a imposé à Netanyahou un cessez-le-feu qui implique le retrait de l'armée israélienne de Gaza, le retrait de l'armée israélienne de la ligne de démarcation qui empêchait les Gazaouis repoussés vers le sud de rentrer chez eux dans le nord. Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, Donald Trump, les Gazaouis repoussés vers le nord, vers Rafah, vers la frontière égyptienne, on peut retourner chez eux dans le nord. Il a ainsi brisé la coalition du gouvernement de Netanyahou, puisque Itamar Ben-Gvir, le ministre de la Sécurité intérieure, a démissionné. Donc il a quitté la coalition de Netanyahou. À côté, effectivement, il fait des déclarations qui sont en contradiction totale avec le cessez-le-feu qu'il a imposé, à savoir expulser les Gazaouis vers la Jordanie et l'Égypte. Si véritablement Donald Trump voulait les expulser, il aurait laissé le gouvernement de Netanyahou continuer à faire ce qu'il fait depuis 15 mois, à savoir mettre la pression sur les Gazaouis, les bombarder, les génocider pour les pousser dehors. Or, Donald Trump a mis un terme à cette politique génocidaire. Et donc, il donne le change avec des déclarations contradictoires, mais vous remarquerez qu'il n'en parle plus. Il est passé au dossier ukrainien et il ne parle plus de Gaza. Oui, c'est de la politique, quoi, j'imagine. Politique spectacle. Voilà. Oui, mais justement, enfin, ça nous, comment dire, ça nous concerne dans la mesure où, comme disait Youssef, maintenant l'administration américaine va favoriser en Europe des régimes conservateurs alliés, et en fait, on rentre dans une séquence où effectivement les souverainistes, c'était l'attitude en quelque sorte gaullienne face aux Anglo-Américains pendant la Seconde Guerre mondiale, et ensuite et après, c'était de s'appuyer sur eux, mais tout en gardant en ligne d'horizon, en horizon d'attente, l'indépendance française et la restauration de la puissance française. Et ce sera ça, je pense, l'exception française au sein de l'Europe par rapport aux autres pays qui peuvent basculer dans des régimes, je dirais, conservateurs, trumpiens, c'est que la France a un destin spécifique de la plus ancienne nation occidentale, avec une continuité historique, étatique que les autres n'ont pas. Donc on ne pourra pas être traité juste comme une forme de quasiment d'État proxy, ou même, mais ça ouvre effectivement des fenêtres d'opportunité. Mais c'est là aussi que la question israélienne va être importante pour les conservateurs, parce qu'on voit que c'est une obligation en quelque sorte, si vous voulez réussir dans le champ politique à droite, d'être pro-Likoud en fait. Mais il y a une sorte de dialectique qui s'est installée, c'est-à-dire si vous êtes si vous êtes avec les Palestiniens, vous devez être avec Mélenchon, avec la gauche mondialiste, et si vous êtes souverainiste, vous êtes obligé de valider le génocide à Gaza. Il y a peut-être une troisième voie française. D'où ce livre. Bien sûr, d'où ni ce livre. Soros, ni Netanyahou. mais comment la France reprend en main ce destin d'indépendance ? Là, c'est une question plus qu'il faudrait poser aux hommes politiques, parce que nous sommes plus des Je sais bien, mais vous avez votre avis aussi. Je sais que vous avez... moi, je parce que vous savez, les politiques, ils n'ont pas trop de solutions. Hein. Non, mais en tout cas, il faut des orientations. En termes d'orientation, pour moi, c'est la ligne gaullienne de troisième voie entre les blocs qui s'affrontent. Et justement, la France là aura une opportunité pour tracer une voie, même pour l'Europe entière, une voie alternative qui serait celle d'une réorganisation peut-être
de l'Europe autour de, là non plus une fédération, une Union européenne, mais une confédération d'États souverains, parce que la question européenne se posera toujours pour les États européens. Et donc, soit nous acceptons que l'Europe devienne une espèce de territoire fragmenté avec les restes du globalisme politique qui s'effondre, et puis la montée d'une forme de conservatisme proxy pro-américain, soit en fait justement nous utilisons cette fenêtre d'opportunité pour creuser une troisième voie française. Qu'est-ce que c'est, merci beaucoup, qu'est-ce que c'est exactement Israël? Comment on peut le définir, ce pays? Est-ce que c'est essentiellement un pays sioniste, messianique, ou est-ce que c'est pas, dans le fond, un pays un peu factice? Moi, je remarque d'ailleurs les pays factices, des créations comme ça, qui datent pas, il n'y a pas très longtemps, qui se créent des patriotismes un peu exacerbés. On se demande pourquoi d'ailleurs, ils ont là avec leur drapeau sur eux. Enfin, bref, ils sont pas très sûrs de ce qu'ils sont en fait. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, il y a plusieurs réponses à cette question. D'abord, l'État d'Israël est composé de différentes communautés juives et qui sont issues de pays différents, de cultures différentes. Il y a beaucoup d'Israéliens d'ailleurs qui ne parlent pas hébreu. Donc en réalité, le seul et véritable socle qui les réunit tous, c'est la religion juive. Or, ils ne sont pas tous religieux, mais la religion juive dans sa forme sécularisée, qui devient en fait une culture. Et effectivement, l'État d'Israël est un État artificiel. Il n'y a pas une culture israélienne ou un peuple israélien. Il y a des communautés juives qui sont venues s'agréger là-bas, premièrement. Deuxièmement, c'est un État sans frontières qui s'est créé en 1948 sur l'épuration ethnique des Palestiniens. En 67, il a triplé sa surface, puis il a dû abandonner le Sinaï, etc. Donc on voit bien que c'est un État qui est sans frontières, sans véritable constitution, fondé sur le judaïsme et donc l'exclusivisme ethno-religieux, et qui pose un énorme problème, puisque il veut s'étendre du Nil à l'Euphrate au détriment des peuples environnants, et en entraînant les États-Unis dans des guerres au Proche-Orient contre les intérêts des États-Unis, et qui ont été transformés, les États-Unis, par le lobby israélien en portefeuille et porte-avions d'Israël. Et là, aujourd'hui, on vient de sortir d'une année de tentative d'épuration ethnique à Gaza et de génocide au nom de, je cite les dirigeants israéliens, au nom d'un projet messianique. C'est Netanyahou qui déclare en octobre 2023 que, je cite, « Nous réalisons les prophéties d'Ésaïe ». Et le ministre de la Défense, Gantz, qui déclare que les Palestiniens sont des animaux humains et qu'il faut les traiter comme tels, couper l'électricité, l'eau, la nourriture, etc. Donc on a quand même un gros problème avec ce petit État qui a un énorme pouvoir via son lobby en Occident, en particulier aux États-Unis. Mais cher Pierre-Antoine, est-ce que justement ce projet Israël sioniste, est-ce que c'est pas en réalité un projet utopique? Est-ce que ce projet peut réussir? Parce qu'en réalité, moi, on le voit, par exemple, ne serait-ce qu'à l'intérieur de leurs frontières ou à l'extérieur, la démographie ne leur est pas favorable, par exemple. En tout cas, en interne à Israël, la démographie est favorable justement aux ultra-religieux et aux sionistes millénaristes, que nous appelons millénaristes. Alors, justement, dans ce livre, ce que nous avons voulu montrer, c'est que on ne comprend pas, en fait, la nature réelle de l'Israël contemporain si on n'étudie pas, je dirais, son ADN théologico-politique. Et en fait, il faut comprendre quel est le projet israélien pour les sionistes actuellement au pouvoir. Parce que, vu d'Europe, on a tendance à considérer Israël comme un État, comme les autres finalement, et qui devrait être inclus dans des relations internationales, interétatiques, et c'est légitime. Mais le problème, c'est que les gens qui sont autour du Likoud, autour des gens comme Ben Gvir, tous ces gens qui étaient dans l'alliance au gouvernement et qui ont mené la guerre depuis un an, eh bien, ces gens-là ont un projet
qui est de nature théocratique et suprémaciste. Leur but, sont des gens qui ont une lecture littérale de la Bible et de la Bible hébraïque et donc de l'Ancien Testament pour nous, pour les chrétiens. Donc ce sont des gens qui prennent, pour eux, Israël est une nation sacrée. Ce n'est pas une nation comme les autres. C'est une nation sacrée et à terme, ça doit devenir une forme de monarchie. Donc étendu, c'est le projet de Grand Israël avec tout on va dire leur environnement proche qui sera fragmenté et donc avec la taille critique, leur espace vital agrandi, eh bien Israël deviendra en quelque sorte indestructible en tout cas pour les ennemis de la région proche, et avec l'idée vraiment qu'à la fin de ce processus, il y aura la reconstruction du temple de Jérusalem et la venue d'un Messie. Alors qu'est-ce qu'un Messie pour les sionistes millénaristes ? C'est un roi prêtre qui recommencera aussi le culte des sacrifices tels qu'ils sont décrits dans l'Ancien Testament au sein de ce temple reconstruit. Et c'est quelque chose que j'ai étudié depuis plusieurs années, c'est cette mystique, cette métapolitique du troisième temple, du temple de Jérusalem, qui doit être reconstruit sur l'actuelle esplanade des mosquées, et qui donc doit être reconstruit à la place de la mosquée Al-Aqsa. Régulièrement, il y a des invasions de sionistes qui s'introduisent sur le dôme des mosquées, qui s'introduisent sur l'esplanade des mosquées, qui s'introduisent dans la mosquée Al-Aqsa même. Ça donne lieu à des émeutes, et finalement, leur projet, c'est à terme de détruire ce lieu, ou de l'inclure dans une espèce de remodelage immobilier gigantesque, et de reconstruire ce temple de Jérusalem. Le reconstruire et d'en faire un lieu saint, à la fois pour la nation israélienne elle-même, mais aussi pour les non-juifs, notamment au travers des lois dites noachides, avec l'idée que tant que le temple ne sera pas reconstruit, donc c'est intéressant de se mettre dans de lire leurs textes, les textes des rabbins millénaristes, comme le rabbin Kook et d'autres, et de voir que pour eux, Israël n'est pas juste un projet rationnel, comme l'était, on pourrait dire, le sionisme sécularisé, socialisant ou laïque qui nous a été présenté, qui était l'idée d'offrir un territoire, un foyer national juif. C'est plus que ça. C'est la restauration d'un royaume biblique et qui serait en fait un royaume qui serait l'interface, une forme de nouveau Vatican entre Dieu et l'humanité. Donc ça concerne aussi les non-juifs. D'où la confrontation avec les religions qui sont déjà, qui ont aussi leur histoire à Jérusalem, donc avec l'islam et donc avec le christianisme, puisque en ce moment même, les sionistes essayent de s'emparer des biens, par exemple, du patriarcat arménien, et donc d'évacuer les chrétiens à Jérusalem. Voilà. Vous voulez rebondir, cher Youssef Indy, sur ce qu'a dit Non, il a tout dit. En tout cas, sur cet aspect précis, dans le livre, ce qu'il faut préciser encore, comme l'a dit Pierre-Antoine, c'est qu'on se fonde sur des textes issus de la tradition juive et sioniste. On n'invente rien. Quand, par exemple, on parle de génocide là au niveau du droit international, la Cour internationale de justice qui parle de risque de génocide, les juristes de l'ONU qui parlent de génocide, mais ce génocide était prémédité. Parce que quand Gantz, le ministre de la Défense, dit les Palestiniens sont des animaux humains et nous les traitons comme tels, nous coupons l'eau, l'électricité et la nourriture, c'est que du point de vue du droit international, il y a intention de génocide. Et même, on peut remonter plus loin. En 2014, en juillet 2014, un document a été produit par Moshe Feiglin, le vice-président de la Knesset, donc le Parlement israélien. Et il décrit un plan pour Gaza, son plan pour Gaza. Mais c'est ce qui a été appliqué en 2023-2024, puisqu'il dit « Nous devons utiliser une puissance de feu maximale sur Gaza ». Il parle de la population, il parle de population ennemie,
Il ne fait pas de distinction entre les civils et les militaires. Il dit qu'il ne faut pas prendre en compte les boucliers humains, donc tirer sur la population, et les chasser tous vers le Sinaï afin que Gaza revienne aux Juifs et qu'il soit colonisé par les Juifs. Donc il y a intention d'épuration ethnique, intention génocidaire. Et là, je pourrais parler de Ayelet Sheked, qui a été ministre 2 fois de l'État d'Israël, qui dit qu'il faut tuer les mamans palestiniennes parce que c'est de leur ventre que sortent les terroristes palestiniens. Je pourrais aussi citer Ovadia Yosef, qui était le grand rabbin séfarade d'Israël. Lorsqu'il est mort, 700 000 Israéliens se sont rendus à ses funérailles. Netanyahou l'a qualifié de géant de la Torah, et lui, il a dit et redit à plusieurs reprises qu'il fallait détruire la semence des Arabes, qu'il fallait annihiler les Arabes palestiniens et Arabes non palestiniens. Donc on a dans les déclarations des dignitaires religieux politiques israéliens un projet génocidaire répété encore et encore. Mais est-ce que le sionisme est une émanation du judaïsme dans le sens où le judaïsme provoque forcément le sionisme ou est-ce que le judaïsme, lui, alors, c'est peut-être un peu compliqué. J'ai bien compris la question. J'ai bien compris. Alors, le sionisme, dans sa méthode, dans son projet, s'appuie sur la Bible hébraïque et sur le Talmud, c'est-à-dire création d'un État d'Israël, du Nil à l'Euphrate, fondation du royaume d'Israël, etc. D'accord. Sauf que dans la tradition juive, dans le Talmud précisément, du IIIe siècle, Rabbi Elbo, Shir Hashirim Ketubot 111a, il est interdit pour les Juifs de retourner en Terre Sainte, en un mur, et refonder un État. Il est interdit du point de vue du judaïsme. Pourquoi, dit le Rabbi Elbo? Parce que c'est le Messie, le Mashiach, qui doit rapatrier le peuple juif en Terre Sainte, refonder le royaume d'Israël, reconstruire le temple, etc. Sauf que le sionisme tel qu'on le connaît aujourd'hui est l'émanation du contournement de cet interdit. Là, j'ai écrit un livre sur le sujet en 2015, mais dans ce livre-là, on y revient. C'est un contournement de cet interdit talmudique à partir du Moyen-Âge. Il y a eu des tentatives, au début timides au XIIIe siècle, puis clairement affirmées à partir du XVIe siècle, qui ont échoué. Et finalement, les sionistes au début du XXe siècle ont réussi à accomplir ce projet. Donc en fait, le sionisme est à la fois juif dans le sens où il est une émanation du messianisme juif, il s'appuie sur la Bible hébraïque, etc. Mais en même temps, il est hérétique puisqu'il contourne un interdit du judaïsme. Oui, mais comment ces gens ont réussi à prendre, justement, cher Pierre-Antoine, le pouvoir sur le reste des religieux originels, si je puis dire? Avant de répondre à cette question, je voudrais revenir sur une chose qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire sur en fait, c'est ce qui se passe, parce que souvent, on va dire dans le camp souverainiste, où on pourrait entendre des gens qui vont dire que c'est un peu loin de nos préoccupations. Mais en fait, cela nous concerne, parce que quand vous entendez des gens comme Itamar Ben-Gvir et d'autres qui expliquent que finalement, une fois qu'ils veulent organiser la déportation des Palestiniens de la bande de Gaza, et qui disent finalement les Européens acceptent bien déjà des millions de migrants africains, qu'est-ce que ça peut leur faire, quelques centaines de milliers de migrants palestiniens, voire un million. Donc ce sont des déclarations de gens dont maintenant on nous dit qu'ils sont les alliés, nos alliés objectifs en tant que patriotes occidentaux. Voilà. Sur la question de comment ce courant que l'on désigne dans notre livre comme sioniste millénariste a pris le pouvoir, il y a une généalogie longue que Youssef a bien traité déjà dans ses autres livres et qui finalement a pris la forme au XXe siècle, en fait, qui a en quelque sorte subverti le sionisme laïque sécularisé, qui en fait le sionisme, comme l'a dit Youssef, étant condamné par le judaïsme thoraïque, a dû prendre une forme idéologique qui était
la forme contemporaine des nationalismes européens au XIXe siècle et au XXe siècle, mais son ADN est resté, on pourrait dire, je dirais, de manière symbiotique, politico-religieux. Et par exemple, d'où l'intérêt d'étudier quelqu'un comme le rabbin Kook, qui est, on va dire, un des pères fondateurs de ce courant, et qui expliquait dès les années 20, justement, aux juifs thoraïques et aux rabbins thoraïques, il leur disait, mais comment pouvez-vous soutenir le sionisme, qui est une idéologie en fait politique, qui n'est pas quelque chose de religieux? Et il disait, c'est parce que dans la phase actuelle, les juifs doivent redevenir une nation, donc avec des préoccupations terrestres en quelque sorte, d'où un peu la fusion du socialisme et du nationalisme dans le sionisme-là. Mais vous verrez que d'ici quelques décennies, à nouveau, l'aspect, la religion va prendre le pas. Et en fait, c'est cette fusion du religieux et du politique qui crée ce cocktail explosif que l'on désigne en fait sous le nom de messianisme ou de millénarisme, parce que c'est une attente de la réalisation d'un projet divin immédiatement sur Terre. Et c'est ça qui rend la chose... c'est plus fort qu'une idéologie politique. Au XXe siècle, on a eu l'affrontement des idéologies politiques, c'est-à-dire c'était des religions sécularisées. On a pu parler de religions politiques. Quand on parlait du Parti communiste ou du Parti fasciste ou du Parti national-socialiste, à l'époque, on parlait même de parti église. Pour les gens, c'était quelque chose qui remplaçait la religion. Bien maintenant, les idéologies ayant en quelque sorte disparu ou s'étant annihilées, la dernière avec la chute du bloc soviétique, et d'ailleurs encore récemment, même la chute de Bachar al-Assad marque la fin, la dernière trace, je dirais, du XXe siècle idéologique, puisque le nationalisme arabe, maintenant le dernier régime ouvertement nationaliste arabe est tombé avec Bachar al-Assad. Et donc maintenant, on est dans un nouveau cycle où c'est le religieux qui remplace à nouveau l'idéologique. Mais c'est un religieux qui est fusionné avec l'idéologique. Et je pense qu'on va assister à la même chose aussi avec le globalisme de type sorosien, qui maintenant est en train d'évacuer. Et on arrive maintenant à une forme de configuration de théologie politique globale, où chaque acteur du choc des puissances va revenir progressivement à son ADN religieux spécifique, quand bien même la population ne vit pas forcément de manière religieuse, mais ça va devenir un des moteurs de l'action. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce religieux va remplacer, on va dire, le capitalisme mondialisé, la globalisation actuelle? En tout cas, il va être utilisé comme on le voit avec ce qui se passe aux États-Unis, on le voit en Russie. Donc on le voit dans le monde arabo-musulman où l'islam politique remplace le nationalisme arabe. On le voit donc chez en Israël où le sionisme millénariste et l'attente du Messie est quelque chose qui est partagé largement par la population israélienne. Donc il va rester là encore que je dirais l'Europe macrono-globaliste pour rester dans un monde, le monde des années 90 du siècle précédent, où la religion, où il n'y avait plus rien que la consommation et le marché qui devait s'étendre à l'infini. Bien, nous sortons dans ce monde-là. Nous sommes dans un monde maintenant qui progressivement post-libéral, mais post-libéral au sens du libéralisme politique. Nous rentrons dans un monde post-libéral et dans lequel les idéologies, donc comme je vous disais, étaient un processus du XXe siècle. Maintenant, on va avoir une nouvelle forme théologico-politique. Quand bien même, je vous dis, même si les populations ne vivent pas forcément de manière religieuse. Je pense c'est presque une loi, je dirais, cyclique historique. Mais cher Youssef Indy, est-ce que aussi ce sionisme peut être un nationalisme? C'est un nationalisme, une forme de nationalisme ethnique et ethno-religieux. Parce qu'au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle et début du XXe siècle, vous avez des nationalismes qui apparaissent, mais chaque nationalisme s'acclimate au tempérament d'une nation. Déjà, à la fin du XIXe siècle, Gustave Le Bon, ce grand penseur et psychosociologue, expliquait que le terme de socialisme en France n'a pas la même définition en Angleterre, ou en Italie, ou en Allemagne. Donc, chaque peuple, chaque tempérament va développer une forme de socialisme, de nationalisme
à sa sauce, je dirais ça vulgairement. Et en Israël, ce qu'on a, c'est un nationalisme ethno-religieux, fondé sur la Bible hébraïque, mais un nationalisme tout à fait particulier, puisque il vise à établir une nation qui existe déjà, mais qui est sans frontières. Parce que ces frontières sont dans la Bible hébraïque, dans la Torah, Genèse, chapitre 15, verset 18, où il est promis à Abraham, Dieu aurait promis à Abraham cette terre du Nil à l'Euphrate. Voilà. Et au XXe siècle, le nationalisme le plus proche du sionisme, je suis désolé, je vais être provocateur, mais c'est le national-socialisme allemand. Pour une raison simple, c'est parce que ils ont une conception de la société, de la politique qui est ethnique, qui est raciale. Et d'ailleurs, je renvoie... Alors ça avait été écrit très tôt par Emmanuel Todd, au début des années 80, dans un livre qui s'appelle La Troisième Planète, où en fait, lui, il se base sur les structures familiales, et il disait, voilà, tous les pays dont les structures familiales sont souches, c'est-à-dire inégalitaires, développent des idéologies inégalitaires. Le Japon a connu cela, l'Allemagne a connu cela, en Tchécoslovaquie vous avez eu ce phénomène-là, et ainsi de suite. Et en Israël, il parle d'Israël. Mais il n'y a pas de différentiel en Israël ethnique aussi, entre par exemple les Juifs d'Afrique du Nord, ceux d'Éthiopie et ceux anciennement de l'Est de l'Europe? Si, en fait, il y a un racisme, c'est là que ça devient compliqué. C'est-à-dire qu'au sein même du monde juif, il y a un racisme des Ashkénazes vis-à-vis des Séfarades, et un racisme des Ashkénazes et des Séfarades vis-à-vis des Noirs, des Juifs noirs éthiopiens, ce qu'on appelle les falachas. Mais on peut lire des témoignages de juifs, par exemple, du Yémen, qui expliquent qu'ils ont été très maltraités par les juifs ashkénazes pour deux raisons. Première raison, par racisme, puisque les juifs ashkénazes se considèrent je veux dire, comme des blancs supérieurs à des basanés qui étaient ce qu'on appelle abusivement les séfarades, parce qu'en fait, séfarim, c'est les juifs d'Espagne. Et aussi parce que les juifs ashkénazes qui ont fait le sionisme et l'État d'Israël étaient athées, alors que les juifs dits séfarades, les juifs du Yémen, les juifs du Maghreb, eux étaient religieux. Et ils disent, nous, et je rapporte un témoignage, mais dans un autre livre, dans mon précédent livre, Comprendre le conflit israélo-palestinien, je rapporte un témoignage de Yéménites qui disent, mais nous, quand on vivait avec les Arabes musulmans, on était respectés. C'est-à-dire que, par exemple, quand il y avait un officier de l'administration qui se rendait dans une famille juive, il éteignait sa cigarette avant de taper à la porte, au jour de Shabbat, par exemple. Il dit, mais ces juifs-là, ashkénazes, sionistes, eux, se moquent de nous, ils rejettent la Torah, et en fait, ils vivent dans l'athéisme. Donc ça a été, même au sein du sionisme, un choc des cultures internes. Une anecdote troublante sur cet aspect-là, c'est aux États-Unis récemment, un Américain, israélo-américain, qui a tiré sur deux personnes, pensant dans son esprit que c'était des Palestiniens, donc aux États-Unis, et alors que c'était des Israéliens. Mais sauf qu'ils étaient ils étaient basanés, donc il les a pris pour des Arabes, et les deux qui se sont fait tirer dessus ont ensuite tweeté, expliqué, on a essayé de nous tuer, mort aux Arabes. Donc c'est-à-dire que les deux ont cru. Enfin, comment dire, il y a une schizophrénie un peu. Oui, il y a une forme de schizophrénie, il y a une forme de, d'obsidionalité, et c'est ceci même à l'extérieur d'Israël, pour dire l'univers mental dans lequel ils vivent, et avec cette fracture identitaire interne. Et pour finir sur la nature du sionisme, est-ce que c'est un nationalisme? Moi, je dis le sionisme contemporain est Youssef parlait parallèle avec le national-socialisme, moi je dis c'est un national-mondialisme. Parce qu'en fait, c'est nationaliste pour eux, mais c'est quand même mondialiste pour les autres. Parce que cela veut il y a la terre promise d'Israël, mais il y a aussi on pourrait dire la terre promise dans son ensemble, c'est-à-dire les nations qui devront, comme il est écrit dans l'Ancien Testament, si on en a une lecture littérale, qui devront amener leur richesse à la nation d'Israël, à l'assemblée d'Israël, comme l'appelle le rabbin Kook, qui une fois réunie devient vraiment il y a un continuum territoire, nation et esprit. Pour le rabbin Kook, quand vous le lisez, il explique que les Israéliens réunis ensemble sur
sur la Terre Sainte. Il dit même, on pense mieux quand on est une fois qu'on est en Israël, l'esprit même fonctionne mieux. Et une fois qu'on est réunis entre nous, eh bien c'est la lumière divine qui s'incarne sur Terre. C'est-à-dire que c'est carrément une sorte de Christ collectif, avec à la fin un Messie qui doit venir. Et donc ça. Et cette assemblée d'Israël doit ensuite conduire l'humanité vers la restauration avec Dieu. Puisqu'il y a une forme de... Là, ça rejoint les thématiques kabbalistes et autres. Il y a une forme de brisure à l'origine du monde, une séparation avec Dieu. Mais il y a aussi une brisure historique et temporelle avec la destruction du temple. Et cette brisure doit être réparée. C'est la thématique de la réparation du monde qui est commun à tous les millénarismes. D'où et donc au globalisme et au sionisme. Avec cette idée de réparer le monde, réparer quelque chose. Alors, on va passer au Bobino et on continue cette discussion. Merci. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Soutenez Radio Courtoisie pour des émissions libres comme celle de ce matin. Nous n'avons pas d'annonceurs. Vous êtes les patrons de Radio Courtoisie. C'est votre soutien qui fait qu'on reçoit des gens qui ne sont pas reçus ailleurs et qu'on parle librement. Alors, j'ai 4 commentaires qui, en gros, disent la même chose et je vais les lire parce que voilà, ici, chez nous, c'est la liberté, il n'y a pas de censure et moi, je veux entendre tous les avis. C'est pour ça que j'ai vraiment plaisir à recevoir Pierre-Antoine Plaquevent et Youssef Indy pour leur dernier livre Israël et la guerre mondiale des religions, préfacé par Édouard Husson, Culture et Racines, et n'hésitez pas à vous le procurer. Alors, c'est quatre commentaires globalement les mêmes, mais bon, je vais quand même vous les lire, vous pourrez répondre à nos auditeurs, parce que visiblement, il y a 2 courants parmi nos auditeurs, hein, donc, mais bon, c'est très bien. C'est très bien que on puisse aujourd'hui en débattre en France, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Alors, je suis scandalisé par ce que dit Youssef Indy, qui parle de génocide à Gaza. Deuxième commentaire, je trouve l'émission de Monsieur Borowski extrêmement tendancieuse, car le mot génocide a été prononcé à plusieurs reprises sans qu'ait été évoqué le 7 octobre. Comment oser parler de génocide à Gaza alors que c'est le Hamas qui a perpétré un génocide en Israël et provoqué une nouvelle guerre? À Gaza, il y a la guerre, même si quelques soi-disant autorités utilisent ce mot. Vos interlocuteurs sont tendancieux. Citer le projet génocidaire israélien et pas celui des Palestiniens n'est pas honnête. Et quatrième, où as-tu vu un génocide à Gaza? Voir la définition du mot. Qu'est-ce que vous pensez de ces commentaires? Qu'avez-vous à leur répondre, cher Youssef? Alors j'ai déjà répondu précédemment en expliquant que dans le droit international, il y a des conditions qui permettent de définir un génocide. Un, c'est l'intention du génocide. L'intention, elle est prouvée puisqu'il y a des déclarations officielles qui vont dans ce sens. La déshumanisation d'une population désignée comme ennemie. Et mettre en place les conditions de la mort de masse d'un groupe ethnique qui est visé. Il y a un groupe ethnique qui est visé puisque Netanyahou déclarait « Nous, les Juifs, nous sommes le peuple de la lumière, les Palestiniens sont le peuple des ténèbres ». Donc déjà, déshumanisation, vous visez un groupe en particulier. Gantz dit « Nous avons coupé l'eau, l'électricité, la nourriture ». Et ça fait partie des conditions du génocide. Quand vous coupez à une population... C'est le droit, ça. Ça, c'est le droit international. C'est la Convention sur le génocide de 1948, ratifiée par 149 États et ratifiée universellement en 2008. D'accord? Donc là, on parle de choses sérieuses. On parle de morts de masse. On parle de droit international. Je répète, et je précise pour ces personnes qui nous écoutent, que l'armée israélienne a détruit 75% des infrastructures civiles. Ils ont détruit des hôpitaux. C'est pas pour rien que Vladimir Poutine a fait une comparaison entre le siège de Gaza et le siège de Saint-Pétersbourg par les nazis. D'ailleurs, même Emmanuel Todd a été obligé de le reconnaître récemment. Donc là, on parle d'histoire, de droit international, et je vais ajouter autre chose. 75% des infrastructures civiles détruites, c'est pas pour détruire le Hamas. Vous ne détruisez pas l'ensemble d'une ville pour vous attaquer à un groupe particulier, à un groupe armé. Et j'ajoute
qu'on nous dit qu'il y a à peu près 45 000 Palestiniens qui ont été tués, mais on oublie les morts indirectes. Le journal scientifique, le Lancet, la revue scientifique, le Lancet, explique que quand on comptabilise les morts indirectes, on en est aujourd'hui à entre 220 000 et 240 000 morts à Gaza. Sur une population d'à peu près 2 100 000 habitants, ça veut dire 10% de la population qui a été exterminée, avec 70% des victimes qui sont des femmes et des enfants. Alors, je sais pas ce que ces auditeurs veulent de plus, en fait. On dirait que c'est pas suffisant. Il y en a qui disent « Ah, mais si Israël voulait faire un génocide, il en a les moyens. » Je rappelle aussi qu'en termes d'intensité de bombardement, ils ont balancé sur Gaza plus de 2 bombes atomiques, c'est-à-dire des bombes atomiques de Hiroshima et de Nagasaki. C'est comme si on avait balancé la bombe atomique d'Hiroshima et celle de Nagasaki sur la bande de Gaza. Mais visiblement, pour ces auditeurs, c'est pas suffisant. Il en faut plus. Mais ces auditeurs doivent avoir en tête que l'objectif, non pas juste avoué, mais proclamé par des gens comme Itamar Ben-Gvir et d'autres, c'est l'expulsion des Gazaouis et reprendre ces territoires qui sont considérés comme appartenant à la terre sacrée d'Israël et les coloniser avec cette idée aussi que ces gens doivent partir et après qu'ils aillent en Égypte ou en Europe, peu importe, mais qu'ils doivent partir. Et dans le livre, je parle de ce sommet qu'avait organisé, ce forum qu'avait organisé des députés et des dirigeants israéliens, ministres, Itamar Ben-Gvir et autres. Conférence pour la victoire d'Israël. Conférence pour la victoire d'Israël et qui parlait ouvertement avec cartes à l'appui, avec statistiques et chiffres de comment justement organiser un grand remplacement. Et je suis désolé, à part une déportation et même, je dirais, une solution territoriale à ce problème-là, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc ça peut ne pas plaire, ou alors, en fait, il faut être honnête, c'est-à-dire, soit on est pour, soit on est contre, mais je dirais, il y a pas vraiment, on peut pas dire comme ça, ça n'existe pas. Ça existe. Mais justement, chers amis, on est Radio Courtoisie, on est la radio de toutes les droites. Est-ce que vous comprenez qui est ce clivage entre ces droites, justement, entre ceux qui disent il y a un génocide et ceux qui disent non, il n'y en a pas? Moi, je dirais, même en étant très froidement, sans rentrer même dans des considérations morales, admettons, on peut très bien, on peut tuer autant de gens qu'on veut, c'est pas la problématique. La problématique, elle est politique, et notamment pour les Européens et les Français. Cela se déroule dans notre étranger proche, dans la sphère d'influence qui est un peu comme l'Ukraine, là encore, c'est le Moyen-Orient. La France était traditionnellement assurer la défense des chrétiens d'Orient et des lieux saints. Je veux dire, là, il se passe ces choses-là. On ne peut pas considérer que cela nous concerne pas. Comme on explique dans le livre, les Américains ont un autre rapport à Israël, puisque l'Amérique s'est construit, le protestantisme s'est construit sur un retour à l'Ancien Testament et sur un rejet de la romanité chrétienne, en quelque sorte. Donc, mais nous, qui sommes des Européens et on va dire des continentaux, nous ne pouvons pas considérer que ces questions ne nous touchent pas. Et il y a en fait ce chantage qui a été installé depuis des années, effectivement, où on nous dit non mais c'est bon, on ne parle pas de ça. Par contre, on va pouvoir parler de Soros, du globalisme, etc. Mais comment voulez-vous considérer, à l'heure où il y a ce qu'on appelle maintenant une majorité mondiale qui est tournée vers la Russie ou la Chine, cette majorité mondiale, elle est pro-palestinienne. C'est-à-dire que, par exemple, le nombre d'États qui reconnaissent l'existence d'un État palestinien, et je crois il y a 150 États ou 155 États qui reconnaissent l'existence d'un État palestinien. Donc finalement, nous sommes en Occident dans la minorité mondiale sur cette question. Donc si nous ne voulons pas perdre, et nous Européens qui maintenant là perdons complètement pied, stratégiquement, géopolitiquement, diplomatiquement, si on ne veut pas perdre complètement pied sur ces questions-là, on ne peut pas avoir juste la position américaine. On doit avoir notre position
spécifique. Et puis, moi, je veux dire, la position américaine, évangélique américaine, elle n'est pas aussi philosémite que ça. In fine, lorsque le Messie doit arriver, ils veulent quand même la conversion dans leur propre religion protestante de ces juifs. Hein. C'est pas non plus... Tout à fait, oui, c'est le projet, c'est celui-là. Alors, bonjour messieurs, l'emploi de l'anglicisme, même francisé, opportunité, est inopportun sur la radio de la francophonie. C'est un tic de langage créé par les médias de grand chemin qui ne s'embarrassent pas du respect de la langue. Il aurait fallu, et vous devriez dire, occasion, au lieu d'opportunité, ou de fenêtre d'opportunité. Et 2 fois de suite, à l'instant. Stop. Merci, et par respect pour Jean Ferret, qui on pense évidemment, et là où il est, il nous regarde, je le sais, et au fondateur de Radio Courtoisie, Radio Solidarité, Radio Courtoisie, bonne journée Courtoisan. Merci beaucoup, cher monsieur ou madame, je sais pas. Il y a beaucoup de choses, oui, on peut dire, il lui fallu. On peut dire aussi que pour certains auditeurs, on n'est pas censé utiliser son ordinateur le samedi. C'est vrai. Alors, tiens, question. Comment expliquez-vous l'alliance entre Israël, la Turquie et le mouvement qui a pris le pouvoir en Syrie, cher Youssef? Alors, c'est une longue histoire. Disons que, pour faire court, le plan de remodelage du Proche-Orient par les Israéliens, initialement en 1982 avec le plan Oded-Yinon, a été repris à plusieurs reprises aux États-Unis, notamment en 1996. Un document a été produit par... comment il s'appelle un néoconservateur dont le nom... Richard Perle. Il a produit un document avec un think tank qui s'appelle Clean Break, donc une rupture nette, qui était un document stratégique proposé au premier gouvernement de Netanyahou en 1996. Et dans ce document, il est question de la Syrie, en fait, de se débarrasser de l'État syrien. Et déjà à l'époque, il écrivait que une future guerre de démembrement de l'État syrien devait se faire en collaboration avec la Turquie. Du point de vue de la Turquie d'Erdogan, cette guerre contre la Syrie, dans laquelle il est impliqué depuis le début, depuis 2011, est une occasion pour lui d'étendre le territoire turc, ou au moins étendre sa sphère d'influence et placer à Damas, comme ils l'ont fait, un groupe, donc l'HTS, Hayat Tahrir al-Sham, qui est en fait un groupe terroriste avec un chef qui est passé par Al-Qaïda, Nosra et Daesh, et faire en fait de la Syrie un protectorat turc. Donc jusque-là, ils étaient parfaitement alliés, la Turquie d'Erdogan et Israël, pour faire tomber la Syrie. Mais à l'avenir, il y a un problème qui va se poser, c'est que le projet qu'on appelle néo-ottoman de la Turquie d'Erdogan va se retrouver confronté au projet de Grand Israël, parce que les deux projets veulent intégrer la Syrie à leur territoire. Mais non, en tout cas, jusque-là, ils ont été des alliés objectifs. Je rappelle que Erdogan achetait le pétrole de Daesh volé en Syrie et en Irak, il le revendait aux Européens et aux Israéliens. Les Israéliens achetaient 75% de ce pétrole de Daesh via la Turquie. Alors, oui. Allez-y, cher Pierre. Non, si vous regardez sur le temps long, à l'échelle de l'histoire, ce n'est pas long, mais à l'échelle de l'histoire contemporaine, il y a une accélération dans l'agenda, je dirais, américano-israélien. Depuis le 11 septembre 2001, on est dans les guerres, en fait, depuis 91, depuis la première guerre du Golfe, on est dans des guerres constantes pour remodeler le Moyen-Orient, fracturer tout ce grand espace géopolitique, et justement le fracturer de manière à ce qu'à terme, le grand Israël réalisé ait l'espace vital et la masse critique nécessaire pour dominer cet ensemble. Et régulièrement, on nous parle de projets comme Netanyahou a présenté ça, de nouveaux Moyen-Orient, de grands Moyen-Orient, de Gaza 2035, tous ces projets-là qui, en fait, ont comme horizon d'attente celui-ci, c'est-à-dire fragmenter cet espace, ils ont réussi à se débarrasser des restes du nationalisme arabe, fabriquer un
un panislamisme, mais qui leur soit favorable, et puis se confronter progressivement, c'est ça, c'est une vraie force qu'ont les sionistes millénaristes, c'est affronter un après l'autre des adversaires qui ont du mal à se coaliser parce que eux n'ont pas peut-être cette profondeur théologico-politique avec... je veux dire, pour nous chrétiens, la Bible, l'Ancien Testament s'interprète à l'aune du Nouveau Testament. Donc on en a une lecture spirituelle. Mais quand vous le prenez de manière littérale, on reproche souvent aux islamistes d'être littéralistes sur le Coran. Et bien que si vous prenez la Bible hébraïque de manière littérale, vous avez un programme, je dirais, théologico-politico-militaire, voilà, que vous pouvez appliquer mais qui est explosif. Il y a énormément de commentaires qui arrivent, donc je vais les lire. Il y avait un autre courant que le sionisme à l'origine, le Bund, qui ne partageait du tout les mêmes objectifs impérialistes et l'hostilité à l'égard des Arabes. Qu'est-ce que le Bund ? Le Bund, c'était un mouvement ouvrier d'Europe centrale exclusivement juif. Donc c'était un mouvement révolutionnaire, ouvriériste, juif. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cette époque de sécularisation du messianisme, ce messianisme juif va prendre différentes formes. Il va prendre une forme nationaliste avec le sionisme et il va prendre une forme internationaliste avec les mouvements socialistes. Et très souvent, les mouvements socialistes animés par des juifs athées, Landauer, Georg Lukács, puis bien sûr Lénine qui n'était pas que juif, et avant lui Marx et l'internationale communiste, on retrouve beaucoup de juifs, et ces juifs-là qui étaient opposés au tribalisme, en fait, puisqu'ils considéraient le sionisme comme un tribalisme. Donc vous avez un projet utopique, messianique, qui est socialiste, et qui va parfois s'opposer au sionisme. Mais dans le mouvement sioniste, vous allez retrouver des socialistes, des gens qui font en fait la synthèse. Par exemple, le grand penseur juif socialiste Martin Buber. Martin Buber était à la fois socialiste et sioniste. Et puis vous avez aussi des anarchistes et des anarchistes sionistes. Bref, on retrouve de tout. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ces deux mouvements, en fait, sont des mouvements dialectiques qui s'opposent et qui se rejoignent. Ils s'opposent quand, véritablement, vous avez des juifs socialistes qui disent non, ou comme des juifs religieux. Il y a un rabbin cité par Yaakov Rabkin dans son livre sur le sionisme, qui dit, un rabbin antisioniste qui dit le sionisme vise un bout de terre alors que le judaïsme vise le monde entier. Et ben en fait, cette phrase aurait pu être dite par Soros un siècle plus tard, en disant mais nous on a un projet messianique qui est universel, et vous les sionistes, vous êtes là en train de vous battre pour des lopins de terre. C'est exactement ce dont j'ai traité dans le premier livre, Soros et la société ouverte. En fait, je pose la catégorie du judaïsme politique. Parce que finalement, on parle d'islam politique, même de christianisme politique, mais on ne parle pas de judaïsme politique. Mais si on pose cette catégorie, on peut justement avoir un outil d'analyse qui montre que ce judaïsme politique va se diviser en différents courants, mais qui vont tous être marqués effectivement de l'influence du messianisme, du millénarisme, mais qui va prendre des formes différentes. Soros, effectivement, est l'héritier direct de ce millénarisme cosmopolitique. Et donc ce judaïsme politique va partir en différentes tendances. Il y a la tendance qui va axer plus sur le nationalisme, une autre plus sur le socialisme, une autre plus sur l'internationalisme de type libéral, cosmopolite, financier, ce qu'est Soros. Soros disait de lui-même j'avais dans mon enfance des fantasmes messianiques qu'il m'a fallu réaliser sous la peine de devenir fou, de perdre la raison. Ça montre qu'il y a en fait un arrière-fond, des schèmes structurants qui créent un état d'esprit spécifique qui après va prendre des formes différentes selon les contingences historiques des différents acteurs. Et donc par exemple sur les gens du Bund ou les radicaux
socialiste d'origine juive. Ça a été bien étudié par un chercheur qui s'appelle Michael Levy, qui montre, en fait, qui s'interrogeait pourquoi on retrouvait dans les courants trotskistes, dans les courants révolutionnaires, autant de juifs. Il disait souvent, c'est à cause de ce millénarisme sécularisé. Ce sont des athées, donc, qui ont rejeté en quelque sorte leur religion, mais qui gardent, en fait, l'arrière-fond, comme un Français même athée, même sécularisé, garde en fait des représentations qui sont celles issues du catholicisme. Vous voyez, donc il y a une forme de matrice culturelle commune, et par exemple les gens du Mbund et d'autres qui ont été des révolutionnaires radicaux, George Lukács et d'autres, face à l'échec de leur révolution, vont par exemple se convertir dans la théorie critique. Ça va être l'école de Francfort, qui est en Allemagne et qui ensuite, avec l'arrivée des nazis au pouvoir, va partir aux États-Unis et va être vraiment à l'origine même du mai 68 universitaire, de la déconstruction. Le freudo-marxisme. Du freudo-marxisme. Voilà. Et en fait, de la nouvelle gauche. Et des gens comme par exemple un des premiers dirigeants de l'Open Society, Uri Nayer, était dans sa jeunesse un socialiste radical dans des mouvements d'extrême gauche et estudiantine américains qui prônaient la prise de pouvoir par la lutte armée. Ces gens-là vont se reconvertir ensuite dans l'internationalisme, je dirais, de type financiaro-politique. Voilà. Et donc mais la matrice commune, vous voyez, c'est le judaïsme politique et le millénarisme. Ce que Georg Lukács appelait une religiosité athée. Une religiosité athée, exactement. Alors, toute ma sympathie et mon respect pour Monsieur Youssef Indy. En vous écoutant, l'État d'Israël me fait peur. Question, Israël est-il un danger pour la France ? De façon indirecte, oui, parce que l'État d'Israël entraîne ses alliés, ses vassaux occidentaux dans des guerres. On a bien vu que durant le génocide, lorsque l'Iran a répondu à des attaques israéliennes, eh bien, l'armée française a mis au service d'Israël un bouclier antimissile aux côtés des Américains. On voit bien que des réseaux d'influence ouvertement sionistes représentés par Bernard-Henri Lévy ont poussé la France dans la guerre contre la Libye. Je rappelle que devant le CRIF en 2011, il a dit que c'est en tant que juif, en tant que membre représentant de la tribu de Lévi, en tant que défenseur du sionisme que j'ai mené cette aventure contre Kadhafi qui était un ennemi d'Israël. Et cette aventure conduite par Bernard-Henri Lévy et Nicolas Sarkozy, c'est soldé par la destruction du pays qui avait le plus haut niveau de vie en Afrique et une déferlante migratoire par la suite en Europe. Donc oui, le projet sioniste et Israël est un peu dangereux pour l'Europe et pour la France. Et ça, c'est qu'un aspect. Regardez, vous êtes un Français, vous votez Sarkozy sur les promesses de restauration, de souveraineté, de lutte contre l'immigration, etc. Et puis, vous avez la destruction de la Libye qui jusqu'à nos jours amène les vagues de migrants. Ensuite, plus tard, vous avez la guerre en Syrie avec donc les vagues de migrants et le terrorisme domestique en Europe jusqu'à nos jours. Bataclan, de Charlie, encore Nice. Et donc vous avez en France, je rappelle, la plus grande communauté musulmane d'Europe et la plus grande communauté juive d'Europe. Donc nous sommes cette fracture passe sur notre territoire, que nous le voulions ou non. Donc c'est quelque chose d'explosif. Et donc justement, si on est, on va dire, dans le camp de droite, dans le camp conservateur, pour qui maintenant s'ouvre alors je sais pas comment appeler ça, une fenêtre historique, on va dire, eh bien c'est maintenant il faut être responsable et en fait être au-dessus des passions. Parce qu'en fait le problématique c'est qu'on nous plonge dans des passions et surtout on nous plonge dans cette dialectique que personnellement je refuse parce que c'est une insulte à l'intelligence et à l'intelligence française, cette dialectique entre d'un côté je dirais l'altermondialisme pro-palestinien, le wokisme pro-palestinien, ce qui en Palestine même n'a aucun sens déjà, parce que le wokisme chez les Palestiniens, je vais bien voir combien de temps ça dure. Et d'un autre côté, le néoconservatisme. Non, il y a pourquoi choisir entre l'un. Vous n'êtes pas d'accord avec la théorie de Lucien Cerise
qui parle de l'antisionisme étant quelque chose envoyé là par les mondialistes pour diviser les peuples. Je suis d'accord avec Lucien Cerise. C'est-à-dire l'antisionisme télévisuel ou celui qui est dans les universités, celui qui est promu de manière incessante, celui de Rima Hassan, etc. C'est un antisionisme fabriqué. Fabriqué, c'est-à-dire contrôlé sous contrôle, qui doit rester justement dans les strictes frontières de l'extrême gauche, de l'anti-occidentalisme, pour permettre en miroir à l'occidentalisme, lui, de se développer, de dire si vous êtes pour le contrôle de l'immigration, si vous êtes contre l'islamisation, si vous êtes pour la civilisation occidentale, eh bien vous devez valider le projet israélien. Donc cette dialectique-là, je pense qu'un Français, un Européen ne peut que la refuser, mais c'est bien entretenu. Ça permet ensuite aux autres de se poser à regarder, si vous êtes avec la Palestine, vous êtes avec les terroristes, alors vous êtes ce mélange de terrorisme, moi je vois autour de Rima Hassan, des gens comme ça, il y a tout un tas d'hommes et les filles déconstruits qui sont là, qui sont, enfin je veux dire, c'est grotesque. Donc d'un côté vous avez ça, et puis de l'autre côté vous avez pas à choisir entre Arthur et le wokisme. Je suis français, avec une culture la plus ancienne d'Europe, je ne vais pas choisir ça. Alors bonjour, je vous écoute depuis 1 heure et pas un mot sur le 7 octobre, pourquoi ? Tiens, cher Youssef. On peut en parler du 7 octobre. D'ailleurs, on en parle dans le livre. Vous en parlez, justement, c'est pour ça que je vous pose la question. L'opération du 7 octobre s'appelle Déluge d'Al-Aqsa. C'est clairement une réponse aux violations de l'esplanade des mosquées par l'État d'Israël et les ministres israéliens et les juifs orthodoxes protégés par la police. Faut pas oublier que l'année même du 7 octobre, donc en 2023, il y a eu un bombardement massif de l'armée israélienne sur Gaza au mois de mai, mais là, personne n'en a parlé. J'imagine qu'ils ont oublié. L'auditeur qui pose la question, il n'est pas au courant de ça. Il n'est pas au courant qu'à chaque ramadan, il y a une violation de l'esplanade des mosquées. Il est pas de quelle manière ? C'est-à-dire qu'il pénètre sur l'esplanade des mosquées, comme l'avait fait Ariel Sharon en septembre 2000, pour revendiquer ce qu'ils appellent le mont du temple comme leur appartenant. Donc en fait, c'est une menace sur l'esplanade des mosquées, sur la mosquée Al-Aqsa, et qui date pas d'hier. En fait, les premières menaces remontent aux années 1920 avec les hommes de Jabotinsky en 1928. Donc ça, c'est une vieille histoire. Et c'est un des objectifs également de cette attaque du 7 octobre a été la libération des otages palestiniens dans les prisons israéliennes. Je rappelle qu'il y a des enfants dans les prisons palestiniennes, des gens qui sont des Palestiniens, des femmes, des enfants, des adultes aussi, qui sont arrêtés sans procès, sans aucun procès, sans parler des bombardements réguliers. En fait, il y a en moyenne un bombardement massif sur Gaza par an. Gaza est sous blocus depuis 2007. Donc c'est étouffé économiquement, ils n'ont même pas le droit véritablement de faire de la pêche. Et si on parle du 7 octobre en lui-même, je rappelle que le ministre du renseignement égyptien a appelé Netanyahou 1 semaine avant pour le prévenir qu'une attaque était imminente. Les renseignements israéliens étaient en réalité au courant. Lieberman, qui est l'ancien ministre de la Défense israélien, a dit que Netanyahou était au courant au moins 2 ans auparavant de la préparation de cette attaque. Et lorsque l'attaque a démarré, l'armée israélienne n'a pas reçu d'ordre de bouger pendant 5 heures. S'ajoute à cela la doctrine Hannibal qui a été appliquée. La doctrine Hannibal est une doctrine militaire israélienne qui consiste à, en cas de prise d'otages d'Israéliens par, là, en l'occurrence des Palestiniens, eh bien, ça consiste à tirer dans le tas, à tuer tout le monde, y compris les otages. Quand j'en parlais en octobre et en novembre 2023, je me faisais traiter de complotiste, etc. Eh bien là, il y a quelques semaines, Gantz, l'ancien ministre de la Défense, qui a démissionné d'ailleurs en novembre dernier, a avoué que la doctrine Hannibal a été appliquée le 7 octobre. Donc beaucoup d'Israéliens ont été tués par l'armée israélienne. Ça ressemble un peu au Bataclan, hein. Pour le coup, Valls qui a des informations de la Syrie et qui ne les utilise pas, et qui est le gouvernement de l'époque qui empêche la police de rentrer au Bataclan.
C'est une méthodologie éprouvée du pompier pyromane. Vous créez une situation explosive et puis vous l'exploitez pour arriver vous-même à vos fins. C'est malheureusement, rejoint, vous parliez de Lucien Sury, c'est gouverné par le chaos. Vous créez un chaos, puis ensuite vous le récupérez. Sur la situation à Gaza, donc territoire sous blocus, dans lequel les Israéliens ont calculé les rations alimentaires nécessaires à la survie par jour, et ils les ont calculées au minimum pour que la population soit en état de survie, mais vraiment de survie, pas de vie normale. Donc vous vivez comme ça pendant des mois, des années, et on pense qu'il n'y aura pas à un moment donné de réaction, notamment chez les jeunes, qui vont au bout d'un moment, c'est une situation intolérable. Mais en fait, c'est comme nous n'avons pas les informations, toutes les informations, chacun voit un angle de ce qui se passe et de ce qui lui est présenté. Je veux dire, nous ne supporterions pas, je pense, nous occidentaux modernes, je sais pas, un mois de la vie d'un Gazaoui. Donc il faut un petit peu revenir à des choses, je dirais presque, très terre à terre. Quand vous n'avez pas supporté 1 ou 2 mois de confinement, imaginez un blocus de près de 20 ans. Alors, les Occidentaux se sont mis d'accord pour créer l'État d'Israël en 1948. Est-ce un effet du hasard si l'État d'Israël a été créé en Palestine, ou était-ce planifié ? Alors, d'abord, c'est pas les Occidentaux qui ont décidé de créer l'État d'Israël, c'est Ben Gourion qui, le 14 mai 1948, a décrété la création de l'État d'Israël. En fait, ce qui a été voté à l'ONU le 29 novembre 1947, c'est un plan de partage au désavantage des Palestiniens, où on donnait 55% du territoire de la Palestine aux Juifs, qui représentaient 1/3 de la population totale. Et en fait, juste après le vote, l'épuration ethnique a commencé. Dès le mois de décembre 1947. Juste pour le mois de décembre 1947, les Israéliens, qui n'étaient pas encore Israéliens, donc les milices juives sionistes sous contrôle de Ben Gourion, ont expulsé 70 000 Palestiniens de chez eux, en détruisant les villages, etc. Puis ça s'est poursuivi jusqu'au début de la guerre. On parle de la guerre israélo-arabe. On dit les pays arabes ont attaqué Israël en mai 1948. Mais en mai 1948, les Israéliens, donc les sionistes, avaient déjà expulsé 250 000 Palestiniens de chez eux. Et donc là, les armées arabes entrent en Palestine du côté du territoire arabe, voté le 29 novembre 1948. Et là, la guerre commence. Et d'ailleurs, ils n'entrent sur le territoire véritablement officiellement pour combattre les sionistes que lorsque le mandat britannique s'arrête. Donc voilà, le mandat britannique s'arrête, les îles britanniques partent, et là la guerre commence, et Ben Gourion décrète la création de l'État d'Israël. Or, il devait y avoir 2 États, un État de Palestine et un État d'Israël. Or, l'épuration ethnique et la guerre, l'expansion territoriale, parce qu'en fait on part de 55% du territoire de la Palestine donné aux Israéliens, donc aux sionistes, et il lance une épuration ethnique et une guerre de conquête, et il conquiert 23% du territoire palestinien. Donc ça fait 55 plus 23. Donc 78% du territoire de Palestine est occupé par les Israéliens, donc par la guerre et par l'épuration ethnique. Et donc pourquoi cette terre ? Comme je l'ai dit, le projet sioniste qui est au départ majoritairement tenu par des juifs athées, s'inspire quand même de la Bible hébraïque pour établir leur projet. C'est une forme, le sionisme est une forme sécularisée du messianisme juif. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, cher Youssef, cette solution à 2 États est encore viable ? Non, en fait, la solution qui avait été proposée par le livre blanc des Britanniques en 1939 et que le Haut Comité arabe en 1945-46 a accepté, donc le Haut Comité arabe, c'était en gros l'autorité palestinienne de l'époque, eh bien le projet c'était de construire un seul État multiconfessionnel avec 7 ministres arabes, 3 ministres juifs, et toute la population, y compris ceux qui sont venus s'implanter depuis le début du XXe siècle, vivrait en harmonie avec les Arabes. Et les Arabes avaient accepté ça. Mais qui est-ce qui a refusé ? Ce sont les sionistes. Ils ne voulaient pas d'un État unitaire. Or, la seule solution pour que ça ne dégénère pas au final et que Israël ne disparaisse pas dans un cataclysme, parce que c'est la voie qu'a emprunté Israël, c'est de créer un État multiconfessionnel unitaire, un peu comme le Liban. Mais les sionistes n'en veulent pas. Ils veulent un État exclusivement juif. Voilà.
Alors, merci beaucoup, cher Youssef. Et cher Pierre-Antoine, comment expliquer aujourd'hui l'apathie de ces pays arabes de la région vis-à-vis de cette situation? Parce que c'est comment dire? En fait, c'est une guerre permanente depuis tout au XXe siècle. Mais si on regarde la séquence, je dirais, historique qui s'est ouverte en 1991 avec la chute du bloc soviétique, déjà le nationalisme arabe avait perdu son allié stratégique extérieur soviétique, et à partir de là, il a été possible de remodeler l'ensemble du Moyen-Orient, d'installer des régimes proxy, des régimes amis, de semer le chaos. Et maintenant, il y a une déconnexion, je dirais, entre Youssef pourra en parler mieux que moi, mais il me semble entre l'opinion publique, la rue arabe, et puis les dirigeants. Et en fait, le nationalisme arabe voulait justement, comme le nationalisme européen aussi, voulait reconnecter cette forme de populisme aussi, de reconnecter cette opinion avec les dirigeants. Mais avec l'incapacité aussi qu'ont eu les nationalistes arabes à se coordonner entre eux jusqu'à la fin, bien progressivement, c'est le nationalisme juif qui est appuyé par l'Empire américain qui les a vaincus. Et puis, vous avez eu la fabrication progressive de cet islam politique sous direction anglo-américaine, israélo-anglo-américaine, qui est venue complètement parasiter la résistance, je dirais, nationaliste d'abord, puis même islamique interne. Peut-être. Oui, on voit bien qu'il y a une alliance, pas seulement objective, mais en fait une alliance démontrée, structurelle et impliquant les services de renseignement, les gouvernements, les administrations américaines, britanniques, etc. Entre, donc, d'un côté les anglo-américains, les sionistes bien implantés en Grande-Bretagne et aux États-Unis, et les mouvements wahhabo-fréristes, c'est-à-dire les mouvements wahhabites soutenus par les pétromonarchies du Golfe, qui ont détruit la Syrie et aussi l'Irak, et les frères musulmans, qui sont pilotés par les anglo-américains depuis les années 1940. Ça, c'est parfaitement documenté. C'est dans les archives britanniques, les archives américaines, n'en déplaisent à certains qui veulent se faire passer pour des grands opposants à l'impérialisme, à l'hégémonie anglo-américaine. Bon, c'est à qui? Je pense aux frères musulmans. Non, mais peut-être Tarek Ramadan. Oui, bien sûr. Avec qui j'ai eu un débat et qui essaie de nous faire croire que les frères musulmans sont des grands anti-impérialistes alors qu'ils ont été pilotés, rémunérés, soutenus par les anglo-américains en Égypte, en Syrie. Et en fait, je veux dire, ils ont été en Syrie, en pointe, jusqu'à une période récente, avec l'armée syrienne libre qui est affiliée aux frères musulmans, qui a des liens avec les frères musulmans, et qui ont contribué à faire tomber l'État syrien et à permettre l'expansion territoriale d'Israël au-delà du Golan. Alors, tous ces gens-là ont fait de la retape pour d'abord le printemps arabe, puis l'hiver terroriste pour l'armée syrienne libre et tous ces mouvements armés, pour au final, alors ils s'attaquaient à des gens comme moi qui pointaient du doigt l'Alliance en disant non, mais en fait, tu n'es qu'un soutien des dictateurs, etc. Mais au final, à quoi vous avez servi en Syrie? Vous avez servi à l'expansion territoriale d'Israël, voilà, CQFD. Et regardez, et vous aviez une articulation, par exemple, pour parler des printemps arabes, entre le soft power de type sorosien, on pourrait dire l'instrumentalisation des sociétés civiles contre des États que l'on veut démolir, et puis ensuite la partie dure, le hard power, Daesh, et l'instrumentalisation d'un islamisme politique. Donc vous avez ces deux tenailles, et quand vous êtes un État qui fait face à ces deux tenailles, c'est l'instrumentalisation des fractures internes de votre population par un acteur, ces acteurs USAID, Soros, etc. Et de l'autre côté, l'instrumentalisation, la création de brigades internationales islamistes qui viennent sur votre territoire, vous menez une guerre, eh bien là, vous êtes prise dans un étau. Et en fait, parler de la France
et vous parliez de Valls, du Bataclan, etc. Et déjà dans cette configuration, il suffirait de peu pour fracturer la France, à la fois par l'islamisme politique. S'il y avait une situation, on parle de guerre civile, etc. en France, toutes les conditions sont là pour que des agents extérieurs puissent fracturer l'espace français en s'appuyant sur ces fractures internes et en jouant, s'il y avait justement un gouvernement de type national ou souverainiste, eh bien en jouant à la fois la carte sorosienne, l'agitation de la société, en disant regardez, c'est terrible, le fascisme revient au pouvoir, et puis de l'autre côté, l'islamisme dur. Et donc c'est corrélé. Le terrorisme domestique en Occident est corrélé avec l'instrumentalisation des groupes islamistes armés contre les adversaires géopolitiques de l'Occident. Il y a un continuum. Vous venez de parler là, du mouvement souverainiste. Qu'est-ce que vous pensez des positions de ces leaders souverainistes sur ces questions-là ? Ça dépend de quel souverainiste, on va pas tous les mettre. On va dire ceux qui prônent le Frexit, ceux que l'on connaît, quoi, les Philippot, Asselineau. Alors écoutez, il y a déjà une différence entre Philippot et Asselineau, parce que Asselineau a fini par prendre clairement position sur la question du sionisme au début du génocide à Gaza. C'est vrai que c'était une question qu'il évitait, parce qu'il disait que bon, c'est clivant. En fait, il évitait parce que c'est une question qui est dangereuse. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé à en parler parce que trop, c'est trop. Florian Philippot, je l'ai pas vraiment entendu parler de ce qui se passe à Gaza. Peut-être qu'il en a parlé, mais en tout cas, ça m'a échappé. Et François Asselineau a lancé des attaques très virulentes, notamment contre Éric Zemmour, qu'il a qualifié ouvertement, publiquement, d'agent du Likoud en France. Voilà. Alors que je me souviens, pendant la campagne présidentielle et avant, Florian Philippot avait reçu Éric Zemmour. Il a fait une interview de lui pendant 45 minutes qui était très, disons, très complaisante. Voilà. Il n'a pas abordé les sujets qui fâchent, ni le Covid, ni la vaccination que Zemmour avait accompagné, ni la question du sionisme. Donc voilà, je ne vais pas mettre tous les souverainistes dans le même sac. Alors, je vais répondre à un commentaire. Bonjour, une émission islamo-gauchiste sur une radio d'extrême droite. Bravo, monsieur Borowski, vous faites très fort pour perdre des auditeurs. Encore tout récemment, l'affaire de la famille Bibas a marqué les esprits par la sauvagerie du Hamas et vous osez parler de terrorisme sioniste. Adieu. Écoutez, alors je ne sais pas si c'est madame, monsieur. Il est important, je pense... l'objectif aussi de Radio Courtoisie, c'est pas dont vous qualifiez de radio d'extrême droite, ce n'est pas essentiellement d'inviter des gens d'extrême droite entre guillemets. On est là pour parler de tous les sujets, d'aborder tous les sujets, et je remarque qu'en France, on meurt justement du fait qu'on a décidé de se communautariser essentiellement et de parler seulement entre nous. Il faut ouvrir les perspectives, il faut ouvrir les portes et les fenêtres aux autres et laisser les autres justement exprimer leurs idées. Que vous soyez d'accord ou pas d'accord, c'est aussi ça la liberté, c'est aussi ça le débat. Et donc, je continuerai à inviter ceux que vous qualifiez, cher ami, d'islamo-gauchistes. Et je suis sûr, cher ami, que vous reviendrez nous écouter. Alors, bonjour, compte tenu de l'imbrication des populations locales de tous les peuples qui sont passés sur la Palestine, j'ai l'impression qu'une confédération à la façon helvétique serait la solution de sortie par le haut, acceptable par toutes les parties de bonne volonté. Ça pourrait même se transformer plus tard comme une sorte de Benelux avec le Liban et la Jordanie courtoisement. Qu'est-ce que vous en pensez, cher Pierre-Antoine ? C'est ce qu'a expliqué Youssef. Le problème, c'est l'idéologie des sionistes racialistes, suprémacistes. Parce qu'ils ne veulent pas de ça. Ils veulent d'un territoire épuré. Alors, est-ce qu'à terme, justement, une certaine opinion israélienne, en ayant assez du chaos, pour être orientée vers ça? Oui, mais c'est le problème. Alors, il faut changer
tout l'appareil politique et exécutif israélien. Là, personnellement. Mais est-ce que c'est possible, ça, justement, de le changer? Est-ce qu'il y a des partis politiques en Israël qui, justement, souhaitent cette solution de type Benelux? Excusez-moi, je peux revenir juste sur le commentaire de l'auditeur précédent. Vous avez dit qu'il parle d'intervention islamo-gauchiste au sein d'une radio d'extrême droite. Donc là, déjà, on est dans deux. Il faut faut être ni d'extrême droite ni islamo-gauchiste. C'est les réductions aux extrêmes. Et en fait, vous avez très bien dit, c'est important. Donc là, pour le camp national, je pense, d'avoir une vision. Les ingénieurs sociaux qui fabriquent la réalité dans laquelle nous sommes englués ont une vision panoptique du politique. Ils savent très bien instrumentaliser justement les différentes opinions, les différents enfermements cognitifs des gens, d'autant plus depuis le Covid. Donc il faut sortir de cela. Si on s'estime résistant à ce qui se passe, il faut sortir de cette logique-là. Voilà pour le... Merci, cher Père Antoine. Donc du coup, est-ce que vous voulez peut-être rebondir sur ce qui a été dit? En fait, on dirait que la personne n'a pas du tout écouté ce qu'on expliquait. Comme disait Pierre-Antoine tout à l'heure, justement, on a produit ce livre et on défend cette position qui est ni sorosienne, ni celle de Netanyahou. Il critiquait justement, et moi aussi je le fais, les positions LGBT-compatibles de LFI, qui sont pro-palestiniens, mais pour la Gay Pride. Donc peut-être qu'ils veulent organiser des Gay Pride en Cisjordanie et à Gaza, je leur souhaite bon courage. Nous disons non. Nous ne voulons pas choisir l'option globaliste ou l'option sioniste. Disons que nous sommes plutôt dans une ligne qui est conservatiste, non sioniste. Voilà. Est-ce qu'on a le droit? Oui. Voilà. Merci à vous. Alors, un petit mot juste sur les partis, 30 secondes, parce qu'il ne nous reste que 1 minute 30, oui. Sur les partis israéliens, peut-être s'il en existe, qui pourraient vouloir ce Benelux. Le problème, moi, à ma connaissance, j'en connais pas, parce que ce soit les travaillistes ou le Likoud et les partis messianiques juifs orthodoxes, aucun ne veut d'un État binational. La gauche israélienne nous parle de 2 États, mais 2 États, non, je veux dire, c'est la carotte qu'on agite. Il nous reste 1 minute. Israël et la guerre mondiale des religions. Préface d'Édouard Husson, Culture et Racines. Où est-ce qu'on peut trouver le livre ? Et bien sur toutes les plateformes, sur Amazon, Fnac, chez tous les libraires, vous pouvez directement chez l'éditeur aussi, voilà. Sur le chez l'éditeur, Culture et Racines, voilà, vous cliquez Culture et Racines sur Google. Et vous le commandez aussi chez votre libraire s'il n'est pas en rayon. Voilà. En France, en Suisse et en Belgique. Mais essayez d'aller à la librairie Vincent, chez les amis de la librairie Vincent. Et sur notre site Stratégica aussi. La librairie Vincent, la librairie Albourak, la librairie de Lorient dans le 5e, le 11e. Voilà. Donc allez chez vos libraires ou chez l'éditeur Culture et Racines. C'est toujours mieux que les plateformes type Amazon. Donc voilà. Israël et la guerre mondiale des religions, Culture et Racines. Merci à vous, chers messieurs, pour cette très très belle émission. Merci, je vous remercie d'avoir été si nombreux. J'ai énormément de commentaires, je n'ai malheureusement pas pu les lire. Je vais les donner à nos 2 amis. Et passez un excellent week-end. On se retrouve samedi prochain. Allez, salut, ciao. Vous venez d'entendre le libre journal des controverses dirigé par Mike Borowski, diffusé en direct sur Radio Courtoisie samedi 22 février 2025 de 10h30 à midi et réalisé par Arnaud. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.